Boum. Hey, Encore, là, il boum. va falloir se trouver une transition, là, ça n'a pas de sens. Sans transition, C'est quelque terrible. chose que notre invité n'aime pas du tout comme concept sur un terrain de foot. Lui, il aime les transitions, il aime le transitif, il aime. Sinon, juste on commence mal avec notre cher invité, mais bienvenue à une nouvelle édition du Couscous Piri Piri. Moi, c'est Couscous, Sofiane, lui, c'est C'est Piri piri Piri. piri. Il a toujours pas compris qu'il faut qu'il se présente après, genre, 55 fois qu'on fait Non, ça. non, non, moi, non, non. Moi, je prends le contrôle de l'émission seulement à partir de la 10e minute, là. Ça me prend du temps, là. Parfait. Ouais, tu t'échauffes et tout. Le temps Ouais. que tu es habitué au masque, au Covid. Et avec nous, le directeur de l'Académie de l'Impact de Montréal, Monsieur Philippe Olafroy. Salut Philippe. Salut Couscous, salut Piri Piri. Bienvenue, bienvenue. Donc, c'est correct, hein, je suis d'origine algérienne, d'origine portugaise, donc on peut utiliser ces surnoms-là, C'est c'est ça. pas l'appropriation culturelle. Nous, On on a s'est le droit. appelé comme ça, donc tu peux les appeler comme ça parce qu'on décide de se nommer comme ceci. Donc, bienvenue au CCP en direct, ça équivaut à l'épisode 33 ou 34 pour ceux qui écoutent en podcast après. Vous êtes au moment sur le compte influent Twitter de Nilton en ce moment en direct et la page Facebook du Caen Football Club. Et Philippe, tu me le suis pas sur Twitter. Je ne sais pas pourquoi. C'est inacceptable. Bah, je vois passer vos tweets en permanence, donc Oh, oh. moi j'étais même persuadé que je vous suivais tellement je suis le fil de vos conversations. Oh, C'est oh. pas, c'est parfait. C'est parfait. Et, est-ce que t'as bien aimé le mercato de l'Impact avec nos tweets depuis 6 mois? Ouais, bon, des fois on s'y perd un peu, mais bon, tu sais, Nilton est un petit peu plus fiable que toi, Sofiane. Ah, mais pourtant, quand Nilton parle, Sofiane parle. Là, on est comme, mais il manque le troisième élément, là, le troisième élément de l'Esprit Saint, le Père et le Fils. Là, il nous en manque un troisième, mais quand un parle, l'autre, c'est pratiquement la même chose. C'est comme si on s'écrivait ensemble, là, puis on décide lequel qui va faire tweet. Là, on fait un pile ou face. C'est incroyable. Mais bon, Nilton est plus influent, donc on a accès à ça. En parlant de Twitter, oui, je suis dans mon char, la tête de Fred. J'ai la ceinture de sécurité. Tu sais que mon rêve, c'est que tu te fasses arrêter live durant un CCPP. Ça serait malade. Regarde, je suis garé en ce moment. Il se peut qu'on me trouve suspect, qu'on vienne me déranger. Donc, juste pour vous dire, Nilton, tu prends. Va pas là. Bon, en parlant de Twitter, Nilton a une question, la question qu'on pose à tous nos invités depuis le début de cette aventure en direct. Nilton, Ouais. la question de Twitter à Philippe. Là, c'est la première fois que je suis gêné de la poser. Cette question-là, on pense même peut-être changer notre podcast pour un nouveau titre. On est à la recherche de Dr. Foot. Premièrement, connais-tu Dr. Foot? Sur Twitter. Lui aussi, voilà, sur Twitter, exactement. Ouais. Donc, il joue bien le jeu. Il joue bien. Oui, c'est bien. Donc, notre question, c'est à la recherche de Dr. Foot. Es-tu le fameux Dr. Foot? Pas du tout. Encore, va falloir inviter une autre personne. On va le trouver. Va falloir inviter une autre personne. Pour le moment, t'es le candidat le plus proche parce que t'as un doctorat. Donc, t'es docteur déjà. Donc, on se dit, on a failli t'avoir, mais ça marche pas. Non, c'était pas loin, alors. Mais parlant de doctorat, c'est ça, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, Raphaël Larocque nous a appris que tu avais une maîtrise. Et là, j'ai vu même que, en plus de ta maîtrise en biologie, tu as aussi un doctorat en, je vais lire parce que déjà juste le lire, c'est compliqué. Oui! Nilton, je le savais depuis 8 ans, depuis que j'ai découvert l'Académie de l'Impact. Donc, c'est toi qui es en retard. Oui, tout à fait, mais j'étais occupé avec d'autres choses. Mais, tu sais, un Philippe Olafroy, pas d'Impact de Montréal, il fait quoi avec ces diplômes-là dans sa vie, là? Ça fait quoi exactement? Bah, en ce moment, ça me donne beaucoup de rigueur en termes de méthodologie, une ouverture d'esprit, parce qu'un chercheur, à la base, c'est une ouverture d'esprit. C'est remettre en question énormément de choses, parce que c'est se questionner. C'est aussi expérimenter. C'est se tenir au courant de ce qui se fait de mieux, donc être toujours à la pointe de ce qui se fait, donc être à la pointe des connaissances. Donc voilà à quoi ça me sert un doctorat. Hein, t'as compris, Sofiane? C'est à ça que ça sert un doctorat. On parlait quand même à une personne qui a fait un bac de 80 crédits, puis ça m'a pris 110 crédits pour faire finir ce bac. Donc, il ne faut pas nécessairement me poser des questions académiques, c'est pas mon truc du tout. Justement,
En parlant d'académique et académie, qu'est-ce que fait un directeur de l'Académie de l'Impact de Montréal durant une pandémie qui est peut-être presque finie avec le déconfinement graduel? Et qu'est-ce que tu as fait pendant tous ces mois-là? Qu'est-ce que tu as manigancé comme plan? Alors, on a combien de temps là pour parler? Tu vois, c'est tant que moi ça dépend. Rappel ne dérange pas. moi ça dépend. Comme pas de couper. C'est ça exactement. Tant que j'ai du Wi-Fi. Okay. Non, mais globalement, si je le mets de manière très symbolique, c'est à peu près 25 réunions Zoom par semaine, donc globalement 5 réunions par jour. C'est maintenir 90 joueurs et leurs familles et maintenir une quinzaine de staff en alerte, en activité sur le plan cognitif et physique concernant les joueurs notamment. Donc c'est planifier tout ça, c'est s'assurer que l'interaction entre les coachs et les joueurs se passe à la fréquence que je souhaite. C'est être très créatif dans les activités qu'on leur propose parce qu'une semaine, 2 semaines, c'est facile. 4 mois, c'est complètement différent. Ça permet également, nous, de la manière dont on manage l'académie, on manage l'académie notamment sous forme de task force. Donc chaque coach est responsable ou chaque staff de l'académie est responsable de plusieurs task force. Quand est arrivé le confinement, on a lancé 29 task force sur des problématiques qui sont est-ce qu'on peut travailler sur la perception visuelle pour améliorer nos qualités de vitesse? Est-ce qu'on peut utiliser des tests OMSAT pour mieux accompagner les jeunes sur le plan mental? Est-ce qu'on peut formaliser une de nos pédagogies qui est la pédagogie tactique. Donc on a travaillé sur 32 situations de jeu qu'on a formatées sur le plan de situation tactique. On a fait des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose où vous n'aurez pas eu le temps si c'était pas le confinement? Non, on aurait eu en termes de volume. On l'aurait fait, mais ça nous aurait pris 2 ans au lieu de prendre 4 mois. Okay. Et si tu veux, ça nous a permis d'amener les gamins aussi sur des voies qu'on n'aurait peut-être pas pensé amener. Tu vois, on a organisé des fausses conférences de presse. Donc avec un jeu de rôle, les gamins jouaient le rôle d'un directeur sportif. C'est là qu'il aurait fallu nous appeler. On aurait été bon pour poser des questions pièges. Tu sais, ça aurait été, voilà, c'est une bonne idée. Prochaine pandémie. Exactement. Donc c'est énormément de choses. C'est gérer les protocoles de retour au jeu. C'est gérer le staff en permanence pour s'assurer qu'ils vont bien, qu'ils se sentent bien. Donc j'ai une responsabilité là-dessus. Voilà, c'est de tenir au courant les familles de ce qu'on fait avec leurs enfants. C'est être toujours dans l'équilibre entre les faire travailler, mais pas trop non plus, parce qu'il y a le stress, parce qu'il y avait l'école, parce qu'il y avait les errements un petit peu du gouvernement au niveau de l'éducation. On savait plus trop quoi faire, quand, comment. Donc c'est tout ça qu'on a fait. Donc c'était, je vais pas dire plus de travail, mais autant de travail que ça aurait été en temps normal. Alors, parce que tu sais, c'est le même que ça soit une académie ou n'importe quelle autre sphère de travail. Souvent, tu sais, ces situations de choc-là permettent un peu de repenser notre façon de faire et des fois d'épurer certaines choses qu'on faisait de façon automatique année après année. On se posait pas la question pourquoi qu'on le faisait, mais on le faisait toujours. Et là, c'était plus possible de le faire. Est-ce qu'il y a certains trucs que vous avez comme finalement décidé d'éliminer parce qu'on se rend compte qu'on le faisait parce qu'on avait le temps, mais il y avait une façon de faire plus rapidement? Tu vois, Nilton, je te ramène à l'une de tes premières questions, à quoi ça sert un doctorat? Nous, on n'est pas du tout dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que tous les 6 mois, on révise notre manière de fonctionner, où on remet en cause pas tout ce qu'on fait, mais une partie de ce qu'on fait. Ce qui fait qu'on dépoussière, on expérimente, on oublie certaines choses, on laisse tomber d'autres, on explore. Donc, on n'a pas attendu, si tu veux, le confinement pour se poser des tonnes de questions parce qu'on s'en pose en permanence. Par contre, ça nous a permis de nous en poser
plus dans un laps de temps beaucoup plus limité. Alors, ce que ça permet d'abandonner quelque part pour répondre plus précisément à ta question, c'est que le problème et je pense que le foot à l'heure actuelle, c'est un peu ça, on est en train de plus en plus théoriser le foot, de disséquer, de le rendre, je pense, à certains moments beaucoup plus compliqué qu'il n'est. Et surtout, en voulant le disséquer, on en perd la fluidité du jeu. Toi, tu parlais de transition avec Sofiane. En fait, le jeu, c'est très, très fluide et la manière dont on l'envisage, comment on le théorise, on est en train de le saucissonner en une multitude de morceaux. Et on se rend compte qu'à un moment donné, à force de le morceler, ça devient difficile à concevoir pédagogiquement, à concevoir sur le terrain. Et du coup, c'est super intéressant d'avoir une réflexion, de se dire, wow, là, on a peut-être un peu trop compliqué, il faut peut-être qu'on revienne à un peu plus de simplicité, parce que c'est bien de se... J'avais une expression française, mais je ne vais pas la dire là, c'est bien de se triturer l'esprit, mais à un moment donné, il faut aussi revenir à la simplicité et revenir à l'essence même du foot et du jeu. Donc, ça nous a permis toi, on repasse en travers nos principes de jeu. Donc, il y a des principes de jeu qu'on laisse tomber, on en rajoute d'autres qui sont un petit peu plus propices à la manière dont on veut jouer. On a décortiqué, nous, le jeu je pense qu'on est à 27 ou 28 situations de jeu. Donc, il y a des situations de jeu qu'on a éliminées, il y en a d'autres qu'on a rajoutées basées sur des clips de haut niveau. Donc, ça permet pas de se réinventer, mais de se régénérer un petit peu, de se rafraîchir. Et oui, d'aller un petit peu plus au fait pour gagner en efficacité et optimiser le développement des gamins, parce que c'est une course contre le temps, donc on veut pas perdre de temps. Donc ça a servi à amplifier un petit peu ce phénomène lors des 4 derniers mois. Juste un petit truc, Newton, par rapport justement en parlant de temps. Parce que dans un cycle de vie d'une académie, j'espère que l'Académie de la Première va être une académie tricentenaire, là, puis elle va durer de façon infinie. Et est-ce que, mais 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est rien dans la vie d'une académie. Donc pour un joueur, une demi-saison, une demi-année, c'est beaucoup par rapport à son cycle, son parcours professionnel ou même son parcours amateur ou semi-professionnel. Est-ce que c'est quelque chose que vous devez gérer? Vous dites, ben, ce qui arrivera, arrivera, la loi de Murphy, puis on va gérer ça l'après. Mais on va gérer ce qui arrive après, puis c'est du temps, on a perdu du temps. Le joueur a perdu, en guillemets, en termes de jeu, il n'a pas joué, il n'a pas touché le ballon. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut gérer ou vous dites, ben, ce qui est arrivé est arrivé, quoi? Ou c'est tout simplement, c'est au lieu d'avoir un joueur qui a été blessé 4 mois, c'est une équipe complète qui est blessée 4 mois. Dans le fond, quand tu as une blessure sérieuse, tu peux perdre 4 mois dans ta progression et tu es capable de vivre avec aussi parce que tu vas profiter de ce temps-là pour justement là, travailler d'autres aspects de ton jeu. Là. Mais en fait, la réponse est pas évidente. Déjà, ça dépend de l'âge. Ok, un gamin qui a 13 ans, 4 mois, on le verra pas. Un qui arrivait en bout de cycle ou pas loin, bah effectivement c'est difficile parce qu'il a moins de temps pour convaincre, il a moins de temps pour se faire voir à une période cruciale où il doit se montrer, où il doit convaincre. Donc ça c'est difficile pour eux. L'autre chose c'est que ça a permis à certains jeunes, donc je parle pas effectivement, Nilton, de ceux qui étaient blessés, puis finalement eux c'était peut-être les seuls qui avaient un petit peu le sourire en disant j'ai rien raté, mais nous la pression qu'on s'est mise c'est justement sur ces 4 mois que ce soit pas 4 mois de perdu. Donc oui, c'est par définition 4 mois perdus sur le plan foot en tant que tel, je veux dire terrain. Par contre, sur le plan physique, ils ont continué quand même à travailler fort. On les a amenés sur des chemins qu'ils ne connaissaient pas. Donc ça, c'est quand même un plus. Enfin, un plus, une chose qu'on n'aurait pas fait en temps normal. Et ce qui nous a permis quand même de passer au travers de manière un peu moins difficile, c'est que le reste du monde était dans la même situation que nous.
Donc, ce qui aurait rendu les choses extrêmement difficiles, c'est que si on avait été les seuls à être arrêtés, et là, ça aurait été costaud. Mais là, en Europe, c'était les mêmes problèmes. Donc, ce qui pourrait rendre la chose difficile, c'est que nous, on ne puisse pas reprendre dans des conditions les plus normales possibles, et qu'en Europe, ça reprenne comme si de rien n'était. Ça, ce serait dur. Donc, psychologiquement, les gamins, c'était pas pareil à gérer. Déjà, ils n'ont pas le même âge, c'est une évidence. Il y a de l'insouciance. Sur certains, il y en a d'autres qui se posent énormément de questions. Il y en a, ça leur a servi à rattraper leur retard à l'école, parce que du coup, ils avaient plus, pour répondre à Sofiane avec sa 80 crédits, etc. Ça a permis à certains de se remettre à niveau dans certaines matières. Donc, on le prend. Voilà, il y a des choses positives à en tirer. C'est un peu bête à dire, mais ce qu'on a voulu faire, c'est pas dire adviendra ce qui adviendra. Il y a une partie de destinée, hein, comme tu dis, Sofiane. Voilà, on peut pas tout maîtriser, mais au moins de faire que ce temps confiné, on arrive quand même à les faire progresser malgré le confinement. Tu parlais dans l'explication à Sofiane, tu parlais de l'importance de l'âge, ça dépendait de l'âge aussi. Idéalement, là, une académie, nous, l'Académie de l'Impact de Montréal, c'est à partir de U14, c'est ça? Ouais, U13, les plus jeunes sont… À 13, 14, ouais. Idéalement, une académie, ça devrait commencer à quel âge, selon toi? S'il n'y a pas de contraintes financières ou quoi que ce soit, là, si c'était juste un grand terrain, tout le monde une auberge de jeunesse quasiment. Quoi. Exact. On a le budget qu'il faut. Idéalement, une académie, ça commence à quel âge? Écoute, on a notre pré-académie. Hein, on commence à U8, mais avec très très peu de base. On n'a qu'une seule équipe U8. Donc, tu sais, on a une base qui est pas une base, qui est une tête d'épingle. Hein. On a 12 U8, donc c'est pas une base énorme. Tu sais, on décompose généralement la structure une structure de développement, on la décompose en de l'initiation, en de la préformation, avec de la formation puis de la post-formation. La préformation, on considère qu'elle va jusqu'à 15 ans. Après, on fait de la formation. Puis après 19-20 ans, on fait de la post-formation. Toutes ces étapes sont hyper importantes. Moi, je pense que dans l'idéal, c'est d'avoir une structure de formation qui relative le plus tôt possible peut commencer, mais avec une base relativement importante. C'est-à-dire que tu es, comme ça peut être en Europe, où tu as une base de je sais pas, d'une centaine de 8, etc. Donc, avec une ouverture permanente vers l'extérieur, c'est-à-dire pas être en vase clos. Pourquoi ? Parce qu'on est un petit peu moins dépendant de ce qui se passe ailleurs. On a une impression de maîtriser un petit peu plus. Et quand je dis maîtriser un petit peu plus, c'est surtout que les gamins au plus jeune âge gardent le plaisir et qui soient pas usés. Et physiquement et mentalement quand ça va commencer à devenir dur, c'est-à-dire quand ils vont commencer à avoir 15 ans. Et donc je te dirais, Nilton, voilà, dans l'idéal, t'as une académie qui va de, allez, U8, c'est peut-être pas besoin d'aller aussi jeune, mais à partir de 10 ans, tu rentres dans le soccer à 9, t'as quelques années pour les amener au soccer à 11, pas beaucoup de temps d'ailleurs, 2 ans. Moi, je pense que toi, à partir de 10, c'est bien. Et puis avec une base relativement importante, avec encore une fois une énorme ouverture vers l'extérieur, parce que c'est pas vrai que le potentiel détecté avec un gamin de U9, c'est le potentiel qui va se réaliser quelques années plus tard. Donc il y a plein de gamins ailleurs, mais voilà quoi. Mais dans une pré-académie où là, on est encore dans le modèle un peu utilisateur-payeur versus l'académie où là, on a le vrai concept d'académie. Jusqu'à quel point l'Impact de Montréal peut donner autant d'importance à une pré-académie quand ces jeunes-là, entre guillemets, ne leur appartient pas. Il y a plein de contextes, comme tu as dit, externes, un manque de contrôle total. La pré-académie, est-ce que, tu sais, rapidement, ça peut être vu tout simplement comme pratiquement un scouting rapide, faire un premier filtre du talent québécois, puis de les voir grandir, puis physiquement, ils commencent à avoir une distinction. Tu sais, jusqu'à quel point, je comprends
qu'on a une pré-académie, mais j'ai comme des fois l'impression que la pré-académie, vu qu'on n'est pas encore inséré totalement, c'est comme un modèle par défaut parce qu'on peut pas faire mieux. Non, je sais pas. Je veux dire, moi, ça me paraît. Après, il y a le côté, on va dire payant, mais je veux dire, malheureusement, en Amérique du Nord ou au Québec, pour jouer au soccer, faut payer. Donc, c'est comme ça. On est on est dans l'environnement dans lequel on est. Donc, le fait que ce soit payant la pré-académie, bah, c'est pas différent de ce qui se passe majoritairement au Québec ou ailleurs en Amérique du Nord. Donc là-dessus, il n'y a pas de différence. Après, j'aime bien ton point en disant c'est une espèce de filtre. Euh, oui, parce que parce on voit certains des gamins, ils ont ils ont tous de la qualité, on les voit grandir, on a une meilleure idée de leur marge de progression parce qu'on les connaît bien, on connaît bien les petits, on connaît bien leur famille. Donc on a une marge d'erreur un petit peu, elle est énorme encore, hein, mais on a une marge d'erreur un petit peu plus limitée quand ils franchissent le pas de l'académie. Donc ça, c'est super intéressant. Après, la clé, comme je vous disais, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est où ce serait où ce serait, je dirais, un petit peu enfin, mauvais quelque part notre approche de l'académie, c'est que si c'était un système fermé, qui ferait qu'on part avec ces gamins-là, puis on y va all the way pendant 15 ans avec les mêmes. Là, ce serait suicidaire, enfin, ce serait une énorme faute professionnelle, de conception philosophique, de tout ce que tu veux. Donc, c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Donc, c'est ouvert tous les ans. Il n'y a pas de, il y a pas de privilège, il n'y a rien du tout. À un point, Nilton, où les gamins qui rentrent à la pré-académie doivent repasser par les détections tous les ans. Donc, on remet la chose, on repart de zéro lors des détections et c'est reparti comme ça. Alors, le fait que ce soit payant, bah, ça limite l'accès à certaines catégories, on le sait. On se limite à un rayon de 20 km autour du centre Nutrilet, donc on ne veut pas que ça aille, qu'ils viennent de très très loin. Et on est conscient qu'on n'a pas tous les meilleurs à cet âge-là. L'important pour nous, c'est d'avoir, au moment où on commence la formation, c'est-à-dire à 14-15 ans, que là, on est tous les meilleurs. Là, c'est l'année d'âge et c'est la pression que je mets sur nos scouts, c'est qu'à 15 ans, tous les meilleurs jeunes du Québec qui ont envie de faire une carrière pro et qui ont envie d'être à l'impact de Montréal, ils doivent être chez nous. On ne peut pas passer au travers. Après, il y en a quelques-uns qui passent au travers des mailles pour différentes raisons, mais de moins en moins, parce qu'on a une relation qui est très bonne avec Soccer Québec, puis avec la majeure partie des clubs. Donc, ça se passe de mieux en mieux, je dirais même de très, très bien. Il y a de moins en moins de chicanes? Ouais, enfin bon, il n'y en a plus, non, mais il y en aura, tu sais, tu feras jamais l'unanimité, c'est sûr qu'on est. C'est sûr qu'il y a 10 ans, vous êtes arrivé avec vos gros sabots, c'est sûr que ça a dû déranger. C'est partout pareil. Mais avec le temps, vous avez réussi à démontrer votre utilité ou faire accepter le fait que pour les jeunes, l'académie avait un avantage pour leur propre carrière, puis que malheureusement, les clubs de région, mais ils doivent subir les conséquences qu'on est en train de passer une étape supérieure où on veut former des professionnels de ce sport. Mais Nilton, tu l'as dit, quand on a commencé l'académie et j'en étais, c'est pas la meilleure période de ma vie. Hein. En termes relationnels, je pense que voilà, des marques de coups de couteau, j'en ai plein le corps, virtuel heureusement, mais ça a été difficile, ça a été lente et comme tu le dis, on peut le comprendre, on n'avait absolument rien prouvé, on avait nos belles paroles, on commençait quelque chose qui n'avait jamais été fait, donc ça a été compliqué, ça a mis du temps euh, à ce qu'on montre notre mentalité, notre respect, notre mode de communication. Moi, dès le départ, ça avait été clair avec les clubs. Encore une fois, j'avais ma bonne parole
de dire qu'on respecte le travail qui est fait dans les clubs est primordial, qu'on a besoin d'eux. Après, ça a été des clubs déjà de constater que ce qu'on disait, on le faisait. Et globalement, on doit sans doute encore un petit peu déranger ou être quelquefois peut-être un peu indélicat, mais globalement, moi je pense que ça se passe très bien. Et puis les scouts qui étaient avec nous dès le départ, ils se rendent compte aussi des changements de comportement dans les clubs, etc. Ça a été la première chose. Et la deuxième chose, comme tu l'as dit, Newton, c'est qu'à un moment donné, chaque club, nous compris, chaque staff, nous compris, à un moment donné, c'est qu'est-ce qui est le mieux pour le gamin pour qu'il ait une meilleure chance de réussir son objectif. Il est là à la base. Et il commence aussi à avoir d'anciens joueurs de l'Impact qui travaillent pour ces clubs-là. Ça peut aider aussi. Là. Si t'as un gars qui a passé par cette étape-là, il va comprendre un peu plus la situation du joueur, tandis que la vieille génération, où c'est un peu chiant à dire, mais c'était des rois de leur domaine, puis ils voulaient rien perdre, ils voulaient pas perdre la pépite, devoir partir à l'Impact, puis là, tout d'un coup, c'est mon joueur, tu sais, vous faites juste ramasser un produit presque fini. Voilà, tu as dit ça, donc après, nos installations, tu vois, on a eu un énorme tournant dans notre visibilité, dans notre qualité de travail. C'est le centre Nutrilait. C'est le centre Nutrilait. Et puis, c'est pas minimiser, ni se péter les bretelles, ni quoi que ce soit, mais on est le seul club au Québec qui puissions offrir ça. On est le seul club au Québec qui pouvons proposer aux jeunes une qualité d'encadrement 11 mois par an avec du staff à temps plein, avec des gamins qui sont suivis en permanence 7 jours sur 7, ça leur permet de compétitionner sur une base régulière contre de très très bonnes équipes, d'avoir une visibilité nationale et internationale, d'avoir un lien avec l'équipe nationale. Tout ça, on peut leur donner, on peut leur offrir un club amateur, et c'est pas dire parce que le club amateur il travaille pas bien, c'est juste la nature du club amateur comme partout ailleurs dans le monde. Il peut pas offrir ça, puis c'est normal. Donc le club amateur, ce qu'il doit pouvoir offrir, c'est un encadrement de qualité, c'est mettre l'enfant au cœur de tout ce qu'ils font, c'est d'avoir de la bienveillance, et c'est d'avoir envie que le gamin, s'il a envie d'être professionnel et il a les qualités pour l'être, de le mettre dans les meilleures conditions sur la voie pour qu'il ait plus de chances de réussir. Et à l'heure actuelle, je pense qu'il y a plus de chances de réussir pour un jeune Québécois de terminer à un moment donné pro, que ce soit à l'Impact ou ailleurs, c'est quand même passé par le cheminement de l'académie. Il y a plus de chances. Je dis pas que c'est impossible en restant dans un club amateur, mais déjà c'est difficile quand tu viens d'une structure professionnelle. Ça l'est encore plus quand tu viens d'une structure amateur. Donc, c'est simplement dire, voilà, quelles sont les probabilités que j'ai d'être professionnel si j'ai du potentiel. Tu as un petit peu plus de chance en étant à l'Impact de Montréal qu'ailleurs. Encore une fois, c'est pas 100% de chance à l'Impact, 0 ailleurs, mais tu as un peu plus de chance. Donc voilà, nous, on a la capacité de l'offrir. Il y a un sujet délicat, Philippe, qui revient souvent depuis la fin du FC Montréal. Quelque chose une club qui manque beaucoup. Toi aussi, en tant qu'entraîneur de cette première édition, c'est qu'il y a beaucoup de mots base autour de l'Impact, autour du foot en général. C'est les jeunes, l'académie, formation, transition, évidemment, et surtout l'équipe réserve. C'est un mot base qui revient à chaque fois. Elle est où cette fameuse équipe réserve? Donc toi, t'as été entraîneur et directeur de l'académie, entraîneur de plusieurs moutures de cette équipe réserve-là. L'Attaque de Trois-Rivières, les U19 et les U23, je pense. Ouais, il y a eu le 23 qui était la suite de l'Attaque. Ouais. Exactement. Et ça, puis l'AFC Montréal. Puis maintenant que les gens, on a quand même 2 générations de joueurs qui sont passés de l'académie, certains plus vieux, certains plus jeunes, au club. On a les jeunes messieurs Ferdinand et Giraldo, c'est vraiment tout jeune, tout frais, puis ils sont avec l'équipe première, donc on identifie un talent. Puis c'est aussi l'évolution du club qui change aussi. Ils veulent avoir les jeunes dans l'effectif. C'est moins cher entre guillemets. Relativement, c'est aussi tu veux intégrer le plus possible pour qu'ils soient en équipe première. Et tu as aussi la première génération où on a eu les Tissot, les Crépeau, les Lefebvre qui sont venus en masse parce qu'il y avait un besoin de les avoir, mais aussi parce qu'ils étaient bons.
quand c'est arrivé en 2012, 2013, 2014, Jacques Salaman, etc., qui est encore là. Les gens se disent, ok, entre ces deux périodes-là, il y a quand même, on peut dire, des joueurs qui sont perdus ou qui n'ont pas eu de place où se trouver, ou c'est pas sans la faute de l'académie, hein, c'était l'équipe première qui n'était pas mature pour les accueillir, c'était pas dans son mandat. Et tout le temps le conflit, on se dit, de l'académie et l'équipe première, ici ou ailleurs dans le monde. On peut pas tous s'appeler la Masia puis être intégré de façon verticale ou horizontale. Comment est-ce que tu vois, je sais que c'est important d'avoir une équipe réserve, une équipe transitive entre l'académie et l'équipe première. Est-ce que c'est important de l'avoir ou est-ce qu'on se dit on en parle trop, il faut juste s'assurer que l'équipe première fasse son travail et nous qu'on fasse notre travail pour leur fournir des joueurs qu'ils sont obligés de prendre? On se dit voilà, c'est ça que je me demande. En fait, il y a deux perspectives dans la question. Il y a une perspective développement du club dans sa globalité. Et dans sa globalité veut dire qu'il y a le côté technique, mais il y a aussi le côté business, installation, enfin tout ce que tu veux. Donc il y a cette perspective globale et il y a une perspective qui est beaucoup plus spécifique sur le plan technique, développement de joueurs. Donc sur le plan technique, développement de joueurs, bien sûr que c'est important d'avoir cette équipe de transition qui va permettre d'optimiser le développement, surtout de donner un peu plus de temps aux joueurs qui sont normaux. Pour moi, les joueurs normaux, on les oublie. C'est-à-dire qu'on part toujours on s'occupe des late matures, de ceux qui sont en retard de croissance, whatever. On va faire du biobending, on va faire des tas de trucs. On s'occupe de ceux qui sont très en avance parce que on va les faire signer un peu plus tôt, mais ça reste des pourcentages très 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 faibles de la population. Donc c'est les extrémités de la courbe de Gauss, là, d'accord? Bon, tous les autres, les normaux là, qui se développent normalement, eux, la plupart du temps, ils ont besoin d'un petit peu plus de temps, d'un 1 ou 2 ans supplémentaires, que peut leur amener une équipe réserve pour aussi réduire, bien sûr, le gap qu'il y a de niveau entre l'équipe réserve et les U19, par exemple. Donc ça, c'est une évidence sur un plan développement. Puis bon, on va pas refaire les avantages et les inconvénients d'équipe réserve, mais ça sert aussi aux joueurs pros pour garder le rythme, etc. Maintenant, il y a une perspective club globale qui est qu'à un moment donné, il faut faire des choix dans les investissements. Puis regarde, c'est pas que ce soit inutile puis qu'on est contre ça, mais par contre, avec notre étape dans le développement du club, où on veut aller, on a besoin en ce moment de mettre un peu plus de ressources vers ça. Donc, il y a une big picture qui dit, OK, notre priorité en ce moment, c'est d'y aller. Au lieu d'une équipe réserve qui va nous coûter X centaines de milliers de dollars, c'est d'aller où on va améliorer ça, on va améliorer peut-être département, ça va nous coûter de l'argent. On n'est peut-être pas encore prêt pour avoir ça, mais ça ne veut pas dire que c'est une croix puis c'est terminé, on ne veut pas en parler parce que c'est une étape dans la vie du club qui est, quand nous on est au cœur du technique, qui fait que on va se démerder autrement. Il faut prendre un tout petit peu plus de risques quelque part dans les gamins qu'on va pousser. C'est multiplier les rencontres internationales pour accélérer l'expérience. C'est augmenter le nombre de pratiques, c'est optimiser la relation avec le groupe professionnel. Dans le fond, Philippe, ce que je comprends, là, c'est la journée qu'on va être capable de rentabiliser les exceptionnels. Si on est capable, d'une année à l'autre, pratiquement de vendre un joueur qui sort de l'académie, là, pas tout de suite, là, mais je veux dire que il rentre en tant que comme joueur de rotation, devient titulaire, devient joueur clé de l'équipe et d'année après année, on est capable de vendre ce joueur-là pour sa progression personnelle à lui. À ce moment-là, on est capable de justifier la réserve parce que le profit qu'on fait avec le joueur va nous servir à aller chercher ce gap-là
pour les joueurs de rotation parce que c'est pas vrai que les joueurs sont prêts tous à 18, 20 ans. Il y en a plein qui sont prêts à 24, 25 et il y en a même des très, très tard qui vont te donner peut-être leurs meilleures années. Ça va être dans la tranche de 27, 30, mais la ça fait en sorte que tu dépasses pas d'argent. Je pense à un Novilo. T'es pas obligé de sortir 700 000 $ quand tu es capable de finalement avoir ton joueur qui va te donner à peu près le même niveau de qualité avec un risque beaucoup moins élevé. Donc, on n'est pas rendu là dans l'histoire du club. Idéalement, la réserve, c'est ça, c'est dans le monde de licorne. C'est sûr qu'il faut avoir une réserve parce que c'est plus facile, mais j'ai l'impression que on est conscient au club qu'il existe une autre alternative puis qu'il faut juste attendre d'être au bon moment pour passer l'étape, qu'on a peut-être passé une étape trop rapidement puis que ça a laissé des marques dans la tête des partisans. T'as ça, Nilton, puis après, c'est de savoir, tant qu'on ne l'a pas, cette équipe réserve, donc comme tu dis, fait quoi? Voilà, c'est comment on peut minimiser le risque de perdre une pépite. Voilà, mais tu vois, Sofiane, c'est de dire comment on peut minimiser ce risque-là de gamins qui ont un potentiel, qui avaient besoin d'une, 2 années supplémentaires pour véritablement pouvoir vivre ou survivre au niveau supérieur. C'est comment on peut s'arranger pour que. Alors, est-ce que ça passe par la CPL? Par exemple, sans avoir fait de pont officiel avec Halifax, je pense que il y en a 5 ou 6 anciens de l'Académie ou de l'Impact qui sont à Halifax, dont certains, la première année en CPL, ont fait très très bien, comme Chris Novich, par exemple, Nsa, qui a été bien, comme à Johan Le Bourris à Winnipeg, qui a fait une deuxième partie de saison, parce qu'il lui est arrivé une deuxième partie de saison qui a été très positive avec Rob Gale. Donc, comment on peut maximiser ça? Et la question, Sofiane, c'est quand on les envoie là-bas, comment ne pas les perdre complètement, tu vois? Ouais, mais justement, tu sais, les outils existent, là. Tu sais, on l'a vu avec Crépeau, il y avait un outil qui existait. Bon, il y avait déjà la collaboration qui existait avec Ottawa, mais ça aurait pu être n'importe quel autre club où il y avait une situation idéale pour mettre un gardien titulaire. C'est beau d'avoir les outils, mais il faut que, au niveau du club, le concept soit accepté. C'est inacceptable d'avoir développé peut-être notre meilleur joueur de l'académie et de l'avoir perdu parce qu'il y avait un contexte particulier au sein du club. Comment on fait comprendre ce concept-là que c'est pas parce qu'un joueur qui sort de l'académie est pas prêt tout de suite que on n'est pas mieux de garder contact avec ce joueur-là, d'être patient parce que l'académie, ça devient du recrutement intelligent. Tu vois, moi, je vais remonter ça à une maturité. Moi, tu sais, quand on a commencé l'académie en 2011, on a démarré de rien. Je vais faire une réponse longue pour quelque chose de relativement simple, mais on a commencé de rien, mais rien là. Tu sais, imagine-toi, Nilton, tu démarres une structure, tu n'as pas de coach, tu n'as pas de joueur, tu n'as pas de philosophie, pas de terrain, pas de ballon, rien. Et là, faut que tu recrutes. Puis t'as pas le budget d'Atlanta. Exactement. Donc, non, mais tu sais, je veux dire, mais on se débrouille. Puis comme on disait, une période en France, quand on n'a pas de pétrole, on a des idées. Donc, on avait plein d'idées. Et nous, on est rentré dans le championnat qui a disparu là, il y a quelques mois de la USSDA en 2012 ou 2013. On a fait des matchs amicaux, on était bien, et nous, on était persuadés qu'on allait être au top tout de suite. Il y avait de la qualité, on va faire les playoffs, on va être bien. La première saison, on a été tellement loin des playoffs, mais loin là. Et là, on s'est dit, waouh, ok, tu sais, peut-être qu'on a voulu aller trop vite, pas qu'on a voulu. On pensait aller plus vite que ça, mais en fait, la réalité, à un moment donné, c'est que tu as beau faire le truc le mieux possible, le mieux pensé, t'as beau mettre les compétences, ce que tu veux, à un moment donné, il faut laisser du temps au temps. Et ça, c'est une question de maturité, de processus qu'on aimerait qu'il aille plus vite. Et pour faire une longue réponse, pour faire quelque chose de relativement court, on a un club qui, 10 ans, c'est rien. Je veux dire, vous êtes tous
vous avez tous des racines aussi en Europe ou en Afrique du Nord. Vous êtes baignés dans des clubs qui sont centenaires, plus que centenaires. Comment c'était quand tu vois, je lis plein de choses en ce moment sur l'Athletic Bilbao. Comment c'était l'Athletic Bilbao quand ils ont commencé il y a 100 ans? Comment c'était il y a 10 ans après leur naissance? Je pense qu'à un moment donné, il faut un cheminement, puis on arrive à mettre les choses en place, puis on commence à peu mieux comprendre à l'échelle du club ce qu'il faut faire. Et ouais, on peut toujours dire après coup, on n'aurait pas dû faire ça, ouais, on a fait une connerie là. Mais est-ce que nous, Impact de Montréal, pour arriver à ce que tu dis, Nelton, ça va nous prendre 15 ans? Parce que par rapport à notre histoire, à notre contexte, etc., ça va nous prendre 15 ans. Est-ce qu'ailleurs, ça en aurait pris 6 ou 7? Peut-être. Mais au bout du compte, Sofiane, puis là, Sofiane, je pars en vrille dans ce que je dis. Peut-être que Sofiane, pour avoir, je sais pas moi, quand il a eu son premier contrat pro en Algérie, il est arrivé à 24 ans, mais un autre, il est arrivé à 17 ans. Donc chacun a son cheminement en tant que joueur. Et moi, je pense qu'en tant que structure, club de soccer, professionnel, on arrive aussi avec un cheminement un peu différent et ça peut prendre un peu plus de temps. Le truc après, c'est d'y arriver où on veut arriver. Et moi, je pense que l'arrivée d'Olivier Renard, par exemple, c'est un énorme plus parce qu'il y a une vision, parce qu'il a un profil qui est réel, qui est sur mettre en valeur des joueurs, des jeunes, comme tu l'as dit, Nilton, pour un moment donné, qui nous aide à faire des bons matchs, performer, puis avoir des résultats, mais aussi à un moment donné, d'être vendu pour avoir un retour sur investissement. Donc, à partir du moment où on a une personne qui a été engagée avec cet état d'esprit-là, écoute, ça aura pris 10 ans pour ça. Mais il est là. Il est là. Et encore une fois, 10 ans, c'est rien. C'est beaucoup pour nous, mais c'est rien. En même temps, c'est instantané. Moi, je me rappelle, il y a 10 ans, il y avait Justin Brown à la pointe de l'attaque. Mais on a eu Drogba, Divayo, pas Thierry Henry, là, mais... peut-être qu'il va revenir au jeu pendant le tournoi. Peut-être. Mais vous voyez, pour moi, dans perspective, les écouteurs, les auditeurs, genre 10 ans, c'est beaucoup, mais c'est rien en même temps. Excuse-moi, Phil. Non, mais tu as tout à fait raison. Et si tu veux, nous, notre job à l'heure actuelle dans la situation, c'est de dire qu'il faut travailler du mieux possible pour que quand un staff des pros, donc la cellule pro, que ce soit le staff, Olivier, etc., c'est de dire, quand ils regardent certains gamins, de dire, lui, il est pas mal. Lui, il me donne envie d'aller un peu plus loin avec lui. C'est ça notre job. Donc, nous, on doit travailler du mieux possible. Et les résultats, quelque part, alors bon, chez les jeunes, gagner, perdre, tout est relatif, mais globalement, sur les 4-5 dernières années, on est dans le top, vraisemblablement dans le top 3 des académies MLS. Donc, on est à notre 20e joueur qu'on signe avec les pros, c'est à peu près 2 par an, globalement. On est l'académie qui fournissons plus de joueurs à l'équipe nationale dans les équipes de jeunes. C'est pas nous qui les ont, c'est la CSA. Donc, à un moment donné, pour passer à la prochaine étape, comme tu dis, Nilton, ce qui est vachement intéressant, c'est que le moment où on va passer à la prochaine étape, il y a de quoi faire. Si tu arrives à la prochaine étape, mais que tu as une académie qui ne fonctionne pas, qui n'a pas les idées claires, qui a un joueur intéressant par génération, tu mets les choses en place. Et quand tu disais, Sofiane, on a peut-être franchi les étapes un peu trop vite quand on a mis le FC, peut-être qu'aussi c'est dû à ça, tu vois. Parce que peut-être qu'il n'y avait pas encore toute cette richesse de gamins, ces potentiels-là. Et voilà, d'avoir un Kishan et un Tommy Giraldo qui signent à 16-17 ans. Mais toi, comme tu dis, Sofiane, 4-5 ans en arrière, ça nous aurait même pas traversé l'esprit, quoi. C'était. Non. Donc, c'est un concept qui est souvent mal compris ici à Montréal, au Québec. C'est l'importance et comment c'est allé vite. Là. Un jeune de 16 et 17 ans qui signe pro en MLS, on est très loin de l'époque à NASL où il y avait un jeune Mario Biello qui s'en venait puis jouait au Centre Claude Robillard. On est à une autre étape et ça n'a pas pris 25 générations, ça a pris peut-être 2-3 générations de joueurs. Mais quand on voit aller trop vite comme ça, tu sais, est-ce que l'académie a aussi un rôle pour
Parce que je vois les joueurs partir. Il y a beaucoup de joueurs qui ont envie de partir rapidement de l'Impact de Montréal pour aller se tester ailleurs. Est-ce qu'on a aussi ce rôle-là de calmer certaines ardeurs de joueurs? Parce que si un joueur devient bon, on pense à Balou, on pense même à Calin qui est parti rapidement. Dès que le joueur est rendu dans cette pointe-là du graphique où il est exceptionnel, lui, il veut pas attendre, là. Il veut pas attendre à 16-17 ans à être pro. Lui, il veut tout de suite rendu à 15-16 ans. Dans sa tête, il est prêt. Comment on fait pour un peu calmer les ardeurs de ces joueurs-là? Parce que c'est grâce à ces joueurs-là si l'Académie va être capable de franchir une étape supérieure. Surtout que les Europes, ils appellent. Hein. Les Europes, ils m'ont parlé hier, ils m'ont dit « Allô, on cherche des jeunes pas chers. » Donc les Europes, ils sont là. C'est ça qui est intéressant, c'est un marché international, donc les gens oublient ça. Mais tu vois, il y a 2 ans, 3 ans, je me rappelle plus, j'ai fait une petite tournée en Espagne. J'ai visité Rayo Vallecano, Atlético Madrid, Real Madrid, Malaga. J'ai discuté avec des scouts. C'était pas plate comme voyage, ça, non? Ouais, c'était pas pire, hein. Non. Jusqu'à maintenant, ça allait bien, tu sais. Oh, Malaga, bien oui, le Sud, pourquoi pas, let's go. Hein? C'est pas grave s'ils sont rendus en deuxième division, c'est dans le chemin. Pas grave, puis on est resté un petit peu plus longtemps là-bas. Mais bon. Non, mais si tu veux, tu discutes, je sais pas, il y avait 3 ans peut-être de ça, tu discutes avec des scouts européens, mais ils connaissent tous les bons jeunes du Canada. Hein. Tous les bons jeunes du Canada. Et ça, c'est récent. C'est probablement récent. C'est pas vrai qu'il y a 10 ans, c'était une situation réelle. Là. 100% d'accord. Donc, si tu veux, ça, c'est un signe aussi qu'on travaille bien. On travaille bien aussi les joueurs, bien sûr. Enfin, est-ce que c'est un signe qu'il faut rapidement agir avec ces jeunes joueurs-là? Quand je vois Jonathan David, qui a jamais voulu se commettre à gauche, à droite, parce qu'il se trouvait dans une zone un peu morte, mais que David qui n'ait pas touché à l'Académie de Toronto ou celle de Montréal, c'est que lui, il y avait déjà ces contacts-là via son agent ou peu importe. Les équipes déjà commençaient à sonner à sa porte pour dire non, touche pas à la MLS, là, attends, on va venir te chercher, puis ton avenir passe par le canal traditionnel européen. Mais Hilton, c'est un très bel exemple, Jonathan David. Nous, on avait rencontré la maman plusieurs fois, etc. Bon, voilà, il y a eu des hésitations. On va pas refaire l'histoire, mais c'est très bien l'histoire. C'est un petit peu comme Kylian Mbappé. Extraordinaire, 17 ans, 18 ans, il joue chez les pros, il est en équipe de France, etc. Donc tout le monde doit être Kylian Mbappé. Donc tout le monde à 17 ans, s'il joue pas déjà la Champions League à 17 ans, il est fini pour le foot. Donc Jonathan David, c'est une superbe histoire. Il y en a d'autres comme ça, mais c'est pas la généralité. C'est-à-dire que si on part du principe que faut pas aller dans une académie pro parce que on revient un petit peu à Nilton, à ce qu'on parlait tantôt, c'est que s'il suffisait de jamais toucher une académie pro pour être pro, je pense que ça se saurait quelque part. Donc, oui, tu as des jeunes, et heureusement, et c'est bien, et c'est très sain qu'il y ait une autre voie potentielle, mais c'est pas cet exemple-là qui sert de généralité pour les autres, c'est juste une exception qui confirme la règle, comme on dit généralement. Donc, si tu veux, nous, on a des agents maintenant en permanence autour de l'académie, autour des jeunes qu'on n'avait pas il y a 4-5 ans. On a entendu parler. Bon, voilà. Donc nous, on en est on fait, tu vois, j'ai fini ça par rapport à ma période de confinement. J'ai fini de mettre en place ma conférence sur les agents, sur le monde des agents. Donc, j'ai une conférence de 2 heures qui est prévue pour les jeunes et les parents pour leur expliquer c'est quoi le monde des agents. Après, c'est hyper difficile. Donc, nous, on fait de l'éducation, de la prévention, on fait de la transparence, c'est-à-dire que les familles, les joueurs, ils peuvent nous poser des questions. On donne notre avis. Après, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont pas liés sous contrat contrairement en Europe. Par exemple, on n'a pas de contrat à l'académie. Donc, ils peuvent partir un peu comme ils veulent, sachant que le règlement fait qu'ils ne peuvent pas partir avant 18 ans. Donc ça, c'est pas nous qui l'inventons, c'est la FIFA. Après, tu as des agents qui vont
voilà, le monde des agents, il est particulier. Est-ce qu'ils font tout pour le bonheur de l'enfant? On peut se poser la question de temps en temps, mais là, on est en train de lutter contre nous. On leur dit patience, patience. Et d'autre côté, on leur dit, pars tout de suite, tu as un contrat Arsenal. Bah, c'est dur de lutter contre ça. Donc, soit on a des jeunes qui sont matures, des familles qui sont posées, qui sont capables de réfléchir, et on est capable de les maintenir dans un projet, parce qu'on pense, nous, très sincèrement, on est très honnête, très transparent avec les jeunes, parce qu'on pense que c'est le meilleur timing à respecter, c'est ça. Après, il y a des familles qui nous écoutent pas. Il y en a qui nous écoutent pas, puis après ils reviennent en disant finalement on aurait peut-être vous écouter, on pourrait vous raconter des petites histoires là-dessus, mais on connaît des noms. Bon voilà, mais après c'est que si tu veux, nous on est aussi très capable de leur dire, c'est quoi, t'es peut-être mieux de voir pour le plan B en ce moment parce que avec le club, je pense que ça va être dur. Donc nous on est capable aussi de leur donner de leur juste. Ouais. Le plus tôt possible. Mais le plus tôt possible, on en revient un petit peu avec l'équipe réserve, le plus tôt possible, des fois, c'est bourré d'incertitudes. Donc, et la difficulté, nous, à l'heure actuelle, joueurs canadiens, mais même double nationalité, normalement, ils peuvent pas partir avant 17 ans et demi. Donc, nous, ce qui nous fait peur, c'est les gamins qui pensent, ou les familles qui pensent partir en contournant toutes les règles. Et le nombre de joueurs qui se sont perdus comme ça, il y en a énormément, énormément, énormément. Et l'important au bout de tout ça, Nilton, Sofiane, c'est que la première question que le joueur et les parents doivent se poser, c'est est-ce que le jeune à l'Académie de l'Impact de Montréal, il continue à progresser? Parce qu'au bout du compte, c'est ça qui compte. Ouais. Et s'il continue à progresser, s'il a les qualités, le potentiel pour être pro, il va être pro. Que ce soit à l'Impact, que ce soit en Italie, que ce soit en Hongrie, en Suède, où tu veux, il finira pro. L'important, c'est que si le jeune, il sent qu'il n'est plus dans le bon environnement et qu'il sent qu'il ne progresse plus, honnêtement, on va le perdre anyway, parce qu'il ne va plus progresser, il ne va plus s'épanouir. Et au bout du compte, nous, ce qu'on veut, c'est le bonheur du gamin. Donc, si la question qu'ils doivent se poser, tous ces jeunes-là, c'est est-ce que tu sens que tu progresses? Est-ce que tu sens que tu es dans le bon environnement pour progresser? Si c'est ça, tu es dans un club pro, tu as un cheminement qui est clair jusqu'à la première équipe, qui n'est pas facile, mais qui est clair. Et le jour où ça ne se fait pas jusqu'à la première équipe, tu as progressé, tu es bon et tu réussiras ailleurs. Et les agents, ce n'est pas forcément le discours qu'ils ont. Et nous, ce qu'on répète en permanence aux jeunes et aux familles, le meilleur agent qu'ils peuvent avoir, le meilleur agent, le meilleur du monde, je te dis, le meilleur du monde, c'est d'être bon pendant les matchs. Ça, il n'y a pas de meilleur agent que ça. Si tu es bon sur le terrain, tu vas y arriver. Point. Et pour être bon sur le terrain, il faut bien travailler, être dans un bon environnement et progresser. Point. C'est simple, hein. Tu vois, le foot, quand on le résout à 2-3 algorithmes, c'est hyper simple. Le problème, c'est bien de se greffer des variables aléatoires, mais complètement aléatoires, qui viennent se greffer là-dessus avec un résultat qui est aussi extrêmement aléatoire. Donc, et c'est là, Nilton, où commencent voilà, on est le cul entre deux chaises à un moment donné parce qu'on a vraiment envie que le gamin il reste. On sait qu'il quelque part il va faire une connerie. Mais si après, s'il veut partir, c'est comme ta blonde, Nilton. T'es 3-4 blondes, s'il y en a. Dis pas ça, là, je suis stressé. Là. Si elles veulent partir, c'est difficile je peux pas croire, non, impossible. Une petite déviation hors de l'Impact et Académie et Québec. Tu vois ça comment, de loin ou de près, Alphonse Davies et genre ce qu'il fait avec le Bayern de Munich? C'est extraordinaire, déjà parce que déjà un club comme ça, c'est top. Le gamin, c'est un 2000, il a 19 ans, 20 ans. On l'a mis à une position qui n'était pas forcément la sienne au départ. Entouré de stars avec une énorme pression, et puis il se débrouille bien, enfin mieux que bien, très très bien. Mais ce qui montre aussi, ce qui est génial dans l'histoire d'Alphonso Davies, elle est complètement différente de l'histoire de Jonathan David. Exactement. Complètement différente. Et de dire, toi, Nilton, tu disais, ouais, dans MLS, Alphonso Davies, il a pas son nom dans MLS, il est pour Bayern Munich. Donc,
Est-ce que s'il n'était pas allé à Vancouver et pas joué en MLS, est-ce qu'il aurait réussi aussi? Peut-être, peut-être pas, sans doute. Maintenant, est-ce qu'on peut dire qu'il a perdu son temps à Vancouver et qu'il a perdu son temps en MLS? Je pense que la preuve, c'est que non. Donc, à un moment donné, ce qui est super beau dans l'histoire d'Alphonso Davies, c'est que ceux qui vendent Jonathan David, nous, on peut leur vendre aussi Alphonso Davies. On peut leur vendre des joueurs qui sont passés par la MLS et qui réussissent en Europe ou ailleurs. Il n'y a pas que l'Europe. Oh, on est en train de perdre fil. Attends, ton microphone qui. On t'entend, le microphone est. Ton microphone est peut-être parti en Europe, là. Ok. Est-ce que c'est revenu? Oui, je pense que oui. Essaye donc. Un peu mieux, oui. Ouais. Ouais, je vais essayer de parler plus près ou plus fort. Mais, ouais. Désolé. Ouais. D'après moi, le microphone il a dit je suis mûr pour l'Europe maintenant. Là. Il est parti. Tu peux tout le temps muter ou sortir et revenir. Hein, pour voir si ça aide. Hein. On peut parler sans toi pendant 30 secondes si tu veux sortir et revenir. Ouais, donc comment Je sais pas si ça. Oh, on vient de perdre complètement notre directeur. Voilà, boum, on est parti. Je viens de lui dire de partir. C'est incroyable. Non, juste pour voir si ça aide, là, puis il va revenir. Mais tu sais, t'imagines. Mais t'imagines, si on avait eu l'histoire de Jonathan David qui ressemblait exactement à celle de Davies, ça aurait été un back-à-back, là, un succès double comme ça aurait été. Confirme, quoi. Oui, exactement. Tu sais que oui, c'est pas juste le fait qu'on a des joueurs canadiens de qualité, mais les produits de l'académie sont aussi de qualité. Tu sais, oui, on a Davis. Là, les gens commencent à regarder les joueurs canadiens. Ils disent, OK, d'accord, c'est des joueurs intéressants. On est prêt à sortir les millions de dollars en transfert. Mais si en plus ce David-là était sorti d'une académie, tout de suite, le saut MLS, comme on a tellement voulu l'avoir pour des joueurs qui sont même pas américains avec Almiron, on a tellement voulu que Almiron fonctionne puis qui marche en Europe pour pouvoir vendre éventuellement d'autres joueurs. Donc, David, ce que je trouve de valeur avec David, c'est tellement une étoile filante, une indépendante qui trouve son chemin comme ça, lui tout seul, en Europe, sans passer par la MLS. Je trouve que c'est une occasion tellement perdue pour le foot canadien et nord-américain. J'essaie de comprendre comment ça se fait que ce David-là n'a jamais été tenté par la MLS pour débuter sa carrière. Je reste positif, j'appelle ça un gâchis relatif. Dépendant pour qui, mais voilà, j'arrête là. Vas-y, Phil. Non, mais vous m'entendez mieux là? Super. Ouais. Donc, non, mais Nilton, tu as raison quelque part. Le truc, c'est que des joueurs comme ça, comme David, il y en aura d'autres dans le futur. Parce que ça reste des exceptions. Après, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait plus d'Alphonso Davies. Et comment faire pour qu'il y en ait plus d'Alphonso Davies. Donc, c'est surtout ça qu'il faut regarder. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est ce que je disais peut-être quand ça a coupé, c'est que personne ne peut dire à travers l'histoire d'Alphonso Davies, parce que c'est toujours pareil, hein, il y a le verre à moitié vide ou à moitié plein. Personne ne peut dire avec l'histoire d'Alphonso Davies qu'il a perdu son temps en MLS. Non. Personne. Donc quelqu'un qui te dirait signe pas avec les pros l'Impact de Montréal parce que tu perds ton temps en MLS, c'est pas vrai. Non. Donc, puis même qu'il aurait pu rester plus longtemps en MLS, son départ à la limite, pouvait donner l'impression d'être précipité, surtout quand on voit des jeunes Européens partir au Bayern et se casser les dents. Et là, on voit un Canadien très, très jeune partir chez un gros club dans une position totalement différente. Le risque était tellement gros. C'est tout le contraire, là. Mais honnêtement, comme c'est le Bayern, j'étais quand même content que c'est le Bayern. Que c'était pas Valence, que c'était pas Borussia, que c'était pas Tottenham. Ou même Chelsea. Ou Chelsea. Non, mais je parle de clubs qui, Tottenham, en fait, sont beaucoup mieux avec les jeunes, pardon, c'est un mauvais exemple. Même Chelsea, mais on a l'impression qu'il se perd dans cette masse-là. Même si c'est un athlète, même si c'est un spécimen technique, vraiment, je l'ai sous-estimé. Je savais qu'il était bon. Moi, désolé pour les Montréalais, entre Balou et Davies, moi, j'étais Team Davies dès que je l'ai vu jouer. Okay. S'il y avait un qui est meilleur que l'autre, à cet âge-là, c'était Davies pour moi. Mais le Bayern, même si ça peut être la guillotine assez rapidement, parce que c'est un club de haut niveau, ça ne change pas quand même que ce oligarque du football européen et mondial
semblait être l'endroit parfait pour lui. Même si c'est l'équipe réserve pendant 2 ans. Et ce qui est arrivé, c'est incroyable, puis c'est super. Je sais pas, c'est peut-être juste moi. Je suis peut-être trop germaphile. Germanophobe. Non, germanophile. J'ai Trop les Allemands. vraiment hâte que tu finisses ton mot. Voilà. C'est ça. Ça fait déjà 1 heure de podcast. Phil, je sais pas si on peut encore te prendre quelques minutes pour des petites questions précises. Ouais? Aucun problème, je vois pas le temps passer, donc c'est bien. Parfait. Au niveau formation des jeunes, on va aller vraiment dans ton quotidien. Je peux m'imaginer assez facilement le travail de développement technique, le travail de développement physique un peu plus tard. Mais comment on développe le mental, parce que c'est un des aspects hyper importants chez un joueur, comment on commence à préparer le mental d'un joueur pour qu'il puisse accéder à ce niveau professionnel, parce qu'au niveau professionnel, le mental prend vraiment une place hyper importante. Alors le mental, regarde, c'est hyper complexe, on le sait. Et je vais retirer... Tu avais parlé de tests cognitifs, non, à un moment donné? Ouais, mais de tests psychométriques, pardon. Ouais, mais tu vois, le mental, j'allais dire, Sofiane, justement, on va retirer peut-être l'aspect purement cognitif, compréhension du jeu, qui est donc on va mettre le côté cognitif un petit peu de côté sur la prise d'infos, etc. Ça fait partie du mental, mais on va le mettre de côté. Le mental, c'est hyper riche. C'est la capacité d'autonomie, c'est comment se questionner, bien se connaître, comment se fixer des objectifs, c'est comment être organisé, c'est être résilient, c'est être persévérant. Enfin, c'est énorme, c'est énorme. Et ce qui est génial, si tu veux, l'académie, et c'est là que l'académie, mais je dirais une structure comme ça de développement, c'est une école de la vie. Donc, à travers le sport, on le sait tous, hein, les vertus du sport dans le développement humain, c'est énorme. Et chez nous, ils le vivent de manière peut-être un peu plus exacerbée parce qu'à un moment donné, il y a de la compétition, il y a de la concurrence, il y a de la pression qui développe aussi certaines qualités mentales que peut-être on peut pas développer dans d'autres environnements. Mais nous, notre rôle, c'est de faire comprendre je parodie, pas parodie, mais souvent je reprends les expressions d'un poète américain qui a fait un poème extraordinaire sur les vertus de l'enseignement. Nous sommes des enseignants, nous sommes des éducateurs, et nous, au bout du compte, c'est quoi? C'est de faire comprendre à un gamin qu'un D, une note D, ça peut valoir aussi fort qu'un A+. Et qu'un A+, ça peut pas valoir, quelquefois, ça signifie pas mieux qu'un C. C'est comment les gamins, ils apprennent de leurs échecs, comment ils comprennent que l'échec fait partie de la voie du succès, comment aussi ils apprennent que c'est pas parce qu'ils sont bons qu'ils sont arrivés. Donc, et ça, tu sais, comment garder comment on arrive à garder leur motivation, comment la notion de plaisir est importante, comment la gestion de la concurrence est importante, comment gérer le stress. Ça fait partie de notre rôle de les éduquer vers ça. Et ça, c'est au quotidien. Nilton, c'est au quotidien. C'est pas une fois de temps en temps, tiens, aujourd'hui, on va travailler le mental. C'est faux. Le mental, tu le travailles tout le temps. Et si tu veux, ça se traduit à la manière dont on parle. Tu sais, par exemple, il y a des mots qui sont interdits à l'académie. De la part des éducateurs, il y a des mots qui sont interdits. Sofiane est interdit à l'académie. Voilà. Bon, Sofiane. TikTok. Sofiane, TikTok. TikTok famous. Ouais. Non, mais tu vois, par exemple, le terme risque, on l'utilise pas, c'est interdit. Okay. Donc, dans notre vocabulaire, à aucun moment dans le jeu, on va parler de risque. On va toujours parler d'initiative. Ça, c'est aussi simplement à travers un mot, tu travailles le mental du joueur. Tu lui dis, regarde, essaie les choses. Le frein mental. Tu évites tout frein que tu imposes sur un joueur qui a déjà beaucoup de choses à gérer déjà. Exactement. Et tu lui fais prendre conscience que s'il se plante, c'est pas grave. Il n'y a pas de risque à se planter. Il n'y en a pas.
Donc, ce qu'on veut, c'est... Mais moi, quand j'entends ça, là, tu sais, il est comme conditionné à réfléchir en tant que joueur professionnel, futur joueur d'une certaine façon. T'arrives au niveau professionnel, là. C'est pas une garantie que l'équipe première va fonctionner de la même façon, là. Je veux dire, si le joueur est là puis il pense pas que c'est un risque, il est en mode initiative, que c'est il arrive en professionnel puis il y a un clash au niveau du discours. Il se fait pourrir par Thierry Henry. Boum. Premier entraînement, il se fait pourrir. Non, parce que pour quelque chose qui il se fait pourrir par Thierry Henry, par Mauro Biello, par Wallop, par quelque chose qui n'était pas puni à l'académie. Par exemple, un exemple n'importe quoi. Alors, ce qui est extraordinaire dans l'éducation des gamins, et si on parle là, si on s'accroche à ce petit aspect mental d'initiative et de bien vivre avec. Alors, dans un premier temps, dans le cheminement du développement des joueurs, ce qu'on veut, c'est qu'ils prennent des initiatives et je dis un pourcentage un petit peu comme ça, 70% de leurs initiatives, ça va pas être des bonnes initiatives, ça va pas être une bonne lecture du jeu et ça va être du déchet technique. Nous, ce qu'on veut, c'est quand ils arrivent chez les pros, les initiatives qu'ils vont prendre, ce soit 70% de réussite. C'était la bonne chose à faire et le geste technique qu'ils ont fait, il était bon. Alors oui, il va y avoir de temps en temps, ils vont se planter parce qu'il y a personne qui réussit tout ce qu'ils tentent. Mais nous, ce qui est important, c'est à deux niveaux. C'est-à-dire que ce qu'on veut pas, c'est qu'ils aillent chez les pros et qu'ils s'expriment pas avec leur qualité. C'est que si à un moment donné, ils arrivent chez les pros et puis que ils sont timides, ils osent pas, ils prennent pas d'initiative, puis ils jouent que neutre parce qu'ils veulent pas se faire engueuler et pas être en situation d'échec, on va avoir un retour des coachs, tu vas dire pas mal, mais et nous on est persuadé à l'heure actuelle qu'un joueur, si un joueur il a une chance de réussir chez les pros, c'est qu'il faut qu'il ait une énorme qualité, au minimum une qualité énorme. Mais si cette qualité énorme là, il l'exprime pas quand il est chez les pros parce qu'il n'ose pas, le mec il convaincra personne. La troisième chose, c'est que nous on les met dans une situation et on les éduque. Et ce qu'on veut, c'est, c'est Thierry Henry, il te rentre dans la gueule, il te rentre dans la gueule. Puis tu vis avec ça sans problème. Mais le coup d'après où tu as la situation où tu dois frapper au but et que tu sens que c'est la bonne solution, tu le fais. Parce que si Thierry Henry te dit quelque chose et après, c'est je passe juste mes ballons à Evan Bush, Thierry Henry seront pas contents pareil. Donc nous, c'est de dire, OK, Thierry, il m'a fait une remarque. OK, je comprends la remarque, je comprends que j'ai fait l'erreur. La prochaine fois, je vais peut-être pas faire le même truc et je vais peut-être prendre une meilleure décision. Mais il doit continuer à prendre une décision. Donc, tout ce que tu mets en place, c'est pour éviter justement qu'il se fasse trop rentrer dans la gueule par Thierry ou d'autres ou par des joueurs et qui vivent avec ça. Parce que s'il va être chez les pros à un moment donné puis qu'il se fait insulter sur le bord du terrain et c'est terminé, on le voit plus pendant le match, on a un problème. Ouais. Donc, c'est tout le cheminement, tout le cursus de développement, c'est pour que quand le jeune il arrive dans cette situation-là, il le vive bien. Puis si Thierry lui dit quelque chose, c'est pas pour l'enfoncer, etc. Simplement lui dire, maintenant, chaque erreur que tu vas faire, ça va peut-être se payer un peu plus cash avec les pros, mais ce qu'on veut, c'est que le mec, s'il est bon dans les 1 contre 1, il continue à faire les 1 contre 1. Si le mec, il est bon dans les tacles, qu'il continue à faire les tacles. Parce que s'il fait un tacle, il fait une faute, puis Thierry lui dit, t'aurais pas dû faire une faute dans cette zone de jeu. Et qu'après, pendant 1h30, le mec, il n'ose plus tacler une fois, on va s'en prendre 3 autres début. Puis Thierry, il va pas être content pareil. Donc, c'est par contre, à quel moment il a fait son tacle, il était peut-être pas le meilleur moment. Donc, nous, on les apprend à reconnaître ces situations-là. Quand est-ce que tu vas tacler? Quand est-ce que tu attends un petit peu? Et c'est jamais parfait, hein. Mais si tu fais pas à l'académie où il faut apprendre, tu le feras quand? Et en plus, c'est important que vous cultivez l'initiative positive au lieu que ce soit vu comme le non-risque ou l'initiative positive au lieu que ce soit vu comme l'erreur pour l'erreur. Non, c'est l'erreur pour apprendre. Et vous cultivez ça en masse, jeunes, et sans faire trop, sans trop les robotiser. Quand vous envoyez un joueur 2, 3, 6, 8 à l'équipe première, vous dites, je suis confiant que je vais former l'homme, la personne, l'être humain, le joueur de la façon dont on s'est dit depuis le début. Puis dès qu'il arrive à la fin de la chaîne de production sans faire de référence robot, l'académie, c'est pas une manufacture, c'est pas une usine, mais la transition, on est fiers de ce que vous êtes fiers de ce que vous avez fait et eux sont fiers d'être passés par l'académie. Donc c'est la culture. La culture passe par les gens.
C'est pas juste des mots écrits sur un mur. Et ce qui est intéressant avec toi, Philippe, et tout ton staff, c'est que vous dites des choses, vous l'écrivez. On a vu son utilité, il y a des mots, c'est important, c'est ce que les mots que vous dites, ce que vous les appliquez. Et les motos, c'est pas juste pour les écrire et avoir sur un t-shirt, c'est aussi pour le faire, l'appliquer, et ça passe par les gens. Et c'est les gens qui le font. C'est, tu vois, énorme. Et c'est partir aussi du principe que le joueur parfait, tu sais, moi, ça me fait toujours sourire quand on dit, quel joueur vous aimeriez avoir, quel type de joueur vous aimeriez avoir comme un arrière latéral, défenseur central ou quoi. Bah, on te sort des trucs, on veut qu'il soit grand, costaud, 1m95, bon de la tête, super sur les coups francs, tacleur incroyable, il va plus vite qu'Usain Bolt. Non, non, ça n'existe pas. Donc, nous, c'est de dire, OK, bon, on a tout un truc, on pourra en parler des heures, mais on a une description de profil de joueur vers lequel on veut. Et ce qu'on veut, c'est qu'il ait un point fort. Mais le point fort, quelquefois, malheureusement, il s'accompagne d'une petite faiblesse quelque part. Donc, si on a un latéral qui monte beaucoup, qui participe au jeu, qui donne 12 passes décisives par saison, mais qu'on s'attend également de ce même latéral qui soit le meilleur tacleur et que ce soit celui qui récupère le plus de ballons, on a un problème. Mais nous, on est persuadés que le foot moderne, à l'heure actuelle, tu fais la différence au plus haut niveau collectivement, notamment par tes latéraux. Ouais, nous, on considère nos défenseurs latéraux comme des milieux de terrain. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de défendre. Heureusement, il faut qu'ils défendent. Mais maintenant, est-ce que tu favorises, est-ce que tu es un peu plus tolérant sur certaines facettes de son jeu? Si le mec, il est capable, si Alphonso Davies, il est capable de déstabiliser une défense 5 fois par match, mais qu'une fois, il se fait prendre dans son dos, bah, faut l'accepter aussi. Bah, c'est ce que j'utilise souvent, puis Nathan en a marre de l'entendre, c'est le coup d'opportunité. C'est le choix que tu fais, le choix que tu fais pas. C'est pas grave. J'ai étudié en économie, donc le coup de moi, je suis peut-être tanné parce que je l'ai entendu pendant 5 ans. Et... Non. C'est moi. C'est pas tes professeurs qui ont des doctorats, c'est moi. Et c'est vrai par rapport à ça. Et puis, c'est tout le temps une question de choix. Je ne vais pas rentrer dans un débat philosophique sur la matrice et les choix red pill, blue pill, là. On n'a pas le temps pour ça. Mais et chez Phil, ça l'intéressait beaucoup, Philippe. Je le sens. Mais c'est quand même fort de voir ça de toi. Puis c'est quelque chose que tu as dit souvent. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'avec le temps, à chaque fois que je te reparle à différents cycles, c'est le même discours, mais le contenu, avec des exemples concrets, concrétise un peu ce que vous faites. Et je trouve ça vraiment impressionnant. Puis je trouve qu'avec Olivier Renard, et pas juste lui, peut-être les gens comme Olivier Renard qui vont venir à l'Impact, comme Thierry Henry, comme Patrice Bernier qui était dans ton giron à un moment donné, Wilfried Nancy, Jason DiTullio, j'oublie son nom qui est à FC Cincinnati, Yannick. Johan Damé. Johan Damé. Donc, il y a comme un certain moule, sans faire de référence à des robots, mais les gens pensent la même façon, mais sont capables de travailler ensemble dans un même but. Puis je trouve ça, c'est rare. Même dans les entreprises où on travaille, c'est souvent plus bordélique qu'autre chose, mais c'est déjà bien. Sofiane, tu as raison, c'est pas facile, mais c'est pour ça qu'il faut avoir les choses claires et il faut avoir une méthodologie claire. Parce qu'une méthodologie, par définition, ça te permet d'optimiser un process sans trop avoir à penser trop souvent. Là, on pourrait parler de système 1, système 2 dans la manière dont on développe le cognitif des joueurs, mais c'est un petit peu dans des blue pills et red pills, on va pas en parler là, mais ça pourrait te plaire aussi, Sofiane. Mais tu vois, ce qui est super intéressant, c'est qu'à partir de ces qualités mentales qu'un joueur doit avoir pour le préparer du mieux possible au haut niveau, bah, c'est aussi très lié à tes principes de jeu et ta façon de jouer. C'est-à-dire que nous, tu sais, quand on demande comment tu pourrais décrire, je sais pas, le style de jeu, nous, on a le style de jeu, c'est de l'agression. On attaque tout le temps. On attaque tout le temps. Quand on a le ballon, qu'on n'a pas le ballon, on attaque. Donc, on attaque quand on a le ballon, on attaque le défenseur quand on ne l'a pas. Donc, on est dans un style d'agression dans le bon sens du terme, où on est en permanence, on parlait des transitions, Sofiane, au début, c'est que les transitions sont hyper importantes. Donc, nous, quand on a récupéré le ballon, on veut aller plus vite vers l'avant. Et de temps en temps, il y a du déchet technique, de temps en temps, c'était peut-être pas le bon moment, mais quand on a perdu, on veut le récupérer le plus vite possible. Mais quand tu es dans ça, tu as des joueurs qui, sur le plan mental, se déconnectent jamais du jeu. Tu as des joueurs sur le plan mental qui sont toujours concentrés parce que s'ils ne le sont pas, on passe au travers. Donc, à travers tes principes de jeu, à travers les jeux que tu mets en place, à travers
ton style de jeu, tu travailles le mental que tu as envie de travailler. Si tu es dans un mental de plus de possession, on fait 15 passes avant d'attaquer, on se remet en place, etc., tu n'as pas les mêmes qualités mentales du joueur, qui ne veut pas dire qu'elles sont pas bonnes, elles sont un peu différentes. Là, nous, on a des générations de joueurs, je pense, qui sont dans l'immédiat, ils veulent tout de suite. On en parlait un petit peu avec les agents, qui veulent des réponses tout de suite, qui ont une capacité de concentration qui est pas forcément énorme. Si tu leur proposes un truc où tu leur demandes d'être très attentif, mais sans être dans l'action, donc d'être attentif, contemplatif, on n'y arrive pas. Nous, on est parti sur de l'attentif, actif, avec des gamins qui sont sans arrêt dans l'action, que tu sois près du ballon ou éloigné du ballon, on leur demande d'être attentif et connecté au jeu. Mais ça, c'est un aspect mental qui est super important et qui va les aider dans leur cheminement et qui va les aider quand ils vont être avec les pros. Et peut-être qu'ils vont être avec des pros qui vont leur dire, regarde, nous, on n'est pas dans l'agression. Nous, quand on récupère le ballon, c'est sécurité pendant 2-3 passes. Pas de problème. Mais le gars qui a toujours été l'habitude d'être dans l'action, de prendre des décisions rapides, etc., il va trouver ça plus facile quelque part. Alors, ça va peut-être lui prendre un petit temps d'adaptation, mais il va trouver ça plus facile. Donc, nous, on a pris ce pari-là assez tôt, mais dans notre façon de faire, et je suis heureux, Sofiane, que tu aies parlé de ça avec le recul que tu as, parce que tu as vécu l'académie dès ses débuts aussi, on a changé, mais notre façon de faire de manière, allez, à 140 degrés, on a changé notre façon de faire, mais à partir des mêmes principes, mais de la manière dont on le fait, c'est complètement différent. Et tu vois, Nilton, pour te ramener à comment les gamins, on peut aussi les garder, leur faire comprendre qu'ils sont aussi bien chez nous, c'est l'amour du maillot. Et les gamins, à 95%, ils ont l'amour du maillot. Ils ont l'amour du maillot. Ils savent qu'ils ont une responsabilité à porter à ce maillot-là. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent faire toute leur carrière chez nous, puis ils ont aussi leur vie à mener, mais je trouve que c'est important quand tu arrives à faire, dans une entreprise aussi, quand l'employé, il aime son entreprise, pour l'arracher de son entreprise, il faut être encore plus séducteur, quoi. Oui, puis en plus, on voit aussi que c'est payant parce que quand on voit comment les gens rapidement ont aimé Patrice Bernier, qui était quand même assez inconnu. Là. Il était parti en Europe, ceux qui suivaient le foot à fond savaient qu'il y avait un Québécois qui jouait quelque part. Quand on l'a signé, on dit « Ah oui, il y a ce fameux Québécois ». En peu de temps, en quelques mois, il est devenu la coqueluche des médias francophones au niveau sportif, parce qu'au niveau sportif francophone, il commence à manquer de monde pour que ça soit au hockey. Quand Samuel Piette aussi est arrivé, il était complètement inconnu. En 2 mois, il est devenu la personne qu'il fallait absolument défendre, puis c'était la prochaine star. Un jeune, tu sais, il y a un jeune qui regarde Piette, qui voit Bernier, il sait que la récompense à cette fidélité-là peut être le fun. Avoir un public qui va chanter ton nom, tu n'auras pas ça si tu pars à 15 ans puis tu vas jouer quelque part en 3e division de France. C'est peut-être pas la gloire internationale comme un joueur de hockey peut avoir, mais la récompense de l'amour du maillot puis de représenter sa ville, sa province. Puis on voit, il y a des batailles aussi avec Toronto, avec un peu moins Vancouver, mais il existe cette rivalité-là et les jeunes, ça doit devenir intéressant pour eux avec les médias sociaux. Tout le monde essaie de devenir une star 15 minutes. Tout le monde essaie avec TikTok leur propre danse et devenir une star et avoir Vas-y, Sofiane, il faut encore un peu de pratique. Mais, je veux dire, nos deux derniers qui sortent de l'académie, ils commencent à devenir moindrement intéressants sur le terrain. On leur pardonne à peu près tout et rapidement, là. Ouais. Mais tu vois, tu parlais de ça. Même Sam Piette, quand il a renouvelé son contrat il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, ça a été un de ses arguments, Sam. Ah oui, c'est sûr. sûr. Ouais, j'avais des possibilités ailleurs, mais ici, voilà, c'est chez moi, je me sens bien. Non, tu partiras pas si t'as quelque chose tu peux doubler ton salaire quelque part, c'est sûr que tu vas dire oui, c'est le fun de se faire chanter Samuel Piette, mais si t'as 500 000 de plus, t'écouteras d'autres choses à la place que ta chanson. Mais pour 100 000 $, tu iras pas à Vancouver pour 100 000 $ de plus. Aussi bien. On a dit on dit pas ça dans le public. On a dit c'est secret ça à Vancouver. J'ai jamais dit que c'était vrai. Ouais, c'est vrai. C'est une hypothèse comme ça. Je suis en train de même mettre le doute pour que
RDS nous prenne un quote. Milton a dit sur CCPP que c'est moi allait partir à Vancouver. On va pas là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une supposition. Donc, tout ça pour dire que oui, tu sais, l'amour du maillot, ça peut être payant parce que la récompense en échange, elle peut être hyper intéressante. Et l'engagement que beaucoup de nous en ce moment, on travaille dans le job-in, on aurait bien voulu, là où on est, où on l'a en ce moment, un engagement envers l'employeur, les employés, toute l'entreprise. C'est pas facile. C'est pas facile avec le temps, ça s'effrite, avec le temps ça se solidifie, mais ce qui arrivera, voilà. Et toi, c'est un des aspects aussi du mental, c'est l'engagement, la capacité de s'engager à quelque chose et de le faire avec intensité, avec sérieux. Bah c'est aussi un aspect du mental qui est super important. Sofiane, on a 27 autres questions. On s'en garde-tu pour une prochaine entrevue parce que là, on va épuiser, on va épuiser Philippe. Mais une toute dernière, Philippe, qu'est-ce que tu as regardé sur Netflix, Amazon Prime, la portion Netflix durant les 4 mois là? Est-ce que tu es plus documentaire scientifique sur les baleines? Est-ce que tu as regardé une série sur les vampires? On veut tout savoir. As-tu fait partie du Task Force pour sauver la baleine de Montréal ou Non, pas celle-là, mais j'ai suivi un peu comme tout le monde ces aventures malheureusement qui sont pas bien terminées. Mais après on pourrait parler. Moi, j'étais surtout spécialiste du milieu aquatique, mais des algues, donc plutôt côté. Je faisais parler les plantes, tu vois, avec de la fluorescence, avec de la fluorescence. Il y a des plantes qui font parler des gens. Toi, c'est l'inverse. C'est ça. Non, mais si tu veux, j'ai fait énormément de congrès. Donc, je me suis intéressé à plein de choses dans les congrès qui allaient sur le leadership, comment optimiser le développement des jeunes, comment améliorer l'aspect mental des joueurs. Il y a eu des meetings des congrès sur la préparation physique, sur le côté tactique, analyse vidéo. Donc, j'ai fait énormément de congrès. La plupart étaient basés en Europe. Donc, des fois, ça te fait te lever assez tard. Mais l'un des côtés positifs du confinement, c'est que tous ces congrès-là, on a pu y assister par Zoom, alors qu'avant, il aurait fallu se déplacer. Donc, ça a été le bon côté. J'ai étudié mes anciens amis. On a fait des Zoom vidéo avec Thierry Laurel, l'entraîneur de Strasbourg. On a fait des Zoom vidéo avec Karim Ader et Jean-Luc Aubert. C'est-à-dire Karim Ziani. Karim Ziani. Ça aurait pu, Ziani, Jérôme Rotten, Mamadou Niang. Jérôme Rotten. Momo Bradja. Momo Bradja que j'ai souvent au téléphone. Donc si tu veux, ça, je suis vraiment resté très collé au foot. Et je me suis après, c'est mes lectures personnelles. Je lis beaucoup, je lis énormément et en ce moment, c'est beaucoup de travail sur l'aspect cognitif, comment développer l'aspect cognitif. Donc voilà, mon côté scientifique ressort sur comment lier les neurosciences à une meilleure efficacité dans le sport. Donc, à quoi sert le cerveau? Ça paraît idiot. Est-ce que tu te sens mal, là, Sofiane, là? Parce que moi, je me sens mal. Je pensais dire, j'ai vu la trilogie Twilight, on est vampires adolescents. Toi, tu voulais qu'il nous parle d'une série de zombies coréens. Ah ouais, non, lui, il nous parle de cognitif. Tiens, Sofiane, prends ton auto, retourne chez toi. C'est très fil. C'est très fil. Au moins, il reste dans son personnage, exact. Dans son caractère qu'il joue, mais il joue pas, quoi. C'est lui. Même pas une petite vidéo TikTok. Non, il n'y a pas le temps pour ça. Rien. Non, écoute, même pas. Où j'ai regardé un petit peu, c'est comment on fait pour l'ascension de sept pics dans les Alpes pour redescendre en ski. Donc ça a été ça un peu. Où j'ai dérivé un petit peu du soccer, c'est comme divertissement, ça a été ça. Donc, mais tout le reste, voilà, c'est une fois que tu t'es dans le cognitif et tout, c'est fabuleux de voir à quoi sert le cerveau, comment ça peut expliquer pourquoi il y a du déchet, les joueurs qui vont vite, pourquoi il y a un petit peu plus de déchets que les autres, voir un petit peu tous les bugs qu'il peut y avoir dans la transmission d'informations et la transmission nerveuse. Dans ces trucs-là, ça te permet beaucoup de relativiser, d'être beaucoup plus
important, intéressant dans l'accompagnement des jeunes. Et tu es Comment capable de leur donner vulgariser ça? Tu es capable de vulgariser ça pour toi-même, pour l'appliquer dans du foot mental, du foot business, du foot. c'est l'objectif. Moi la science, pour la science, ça me casse les oreilles. Donc, c'est vraiment Ouais, derrière comment faire le transfert sur le terrain, comment on arrive à, comment le cerveau est beaucoup plus euh, efficace dans la perception d'une image qu'une consigne. Donc, si tu lui dis, par exemple, je veux que tu cours plus vite, et tu lui dis, tu sais, pour courir plus vite, il faut lever les genoux, il faut mettre bien talon pointe, etc. Ou si tu lui dis, tu sais quoi, mais comme si tu mettais un coup de genou pour traverser une fenêtre, bah, l'image du cerveau fait que le joueur va comprendre beaucoup mieux le mouvement, comment il faut le faire. Après que tu fasses ouais, un détail en vidéo où tu t'assois avec lui, mais dans l'action, comment tu peux imager beaucoup plus ton discours pour que la compréhension du cerveau et donc du joueur soit beaucoup plus efficace et donc qu'il soit plus efficace rapidement et qu'il progresse plus rapidement. Donc, tu apprends des trucs qui sont extraordinaires et nous, derrière, la manière dont on fonctionne, c'est que toi, l'aspect cognitif qui est très, très lié au système hormonal, donc, comment se mettre dans un environnement où tu vas l'oxytocine et la dopamine vont être beaucoup plus facilement sécrétées pour être dans un environnement qui facilite l'apprentissage du gamin. Ben ça, à travers des lectures, c'est extraordinaire et tu tombes sur des pépites sur. Moi, je te dis, quand ouais. j'ai eu à quoi, à la base, à quoi sert le cerveau, c'est extraordinaire de se poser la question à quoi sert le cerveau à la base. Ben c'est super. Là, ça nous remonte à l'évolution de Ouais, l'homme. ouais. Donc, à quoi ça sert? Ça t'aide à comprendre certains comportements et certaines performances athlétiques ou pas de certains joueurs. Et là, dans l'accompagnement, encore une fois, dans les outils que tu mets en place, les exercices, tu es vachement meilleur. T'es meilleur. Donc, Mais ça doit être hyper compliqué parce que c'est pas vrai qu'il existe un seul modèle de, 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 de cognitif. Il va y avoir des joueurs qui vont avoir besoin d'images, ils ont d'autres joueurs qui, leur modèle de pensée, leur compréhension va être beaucoup plus terre à terre, qui vont être beaucoup plus techniques. Peut-être que moi, je vais plus comprendre si tu m'expliques exactement que ma course, techniquement, ma jambe doit faire ça, ça, ça. Et quand tu commences à me parler au niveau image, tu me perds complètement parce que moi, je suis beaucoup plus structuré dans ma pensée que donc, tu sais, il faut toujours faire ce dosage-là et des essais-erreurs là, avec les joueurs. Puis même peut-être par la suite, tu dois aussi transmettre cette connaissance-là de ton joueur à l'équipe première, parce que quand tu transmets tes deux joueurs à l'équipe première, tu as déjà ta feuille de route sur ce joueur, tu as déjà fait tes essais-erreurs, puis tu dois transmettre ça, cette façon d'utiliser pour l'apprentissage. Là. mais c'est pour ça que Milton, dans la beauté d'une méthodologie, c'est de tous ces aspects-là que tu dis, visuel, auditif, kinesthésique, il y en a qui apprennent plus comme ça, d'autres. Là, la beauté de mettre en place une méthodologie et une pédagogie, si on parle plus spécifiquement de ça, nous, on a la beauté de notre méthodologie, c'est d'utiliser trois pédagogies différentes. Trois pédagogies différentes qui, à un moment donné, va rejoindre tous les joueurs. Parce que tu peux pas, sur le terrain, tu peux pas, Nilton est comme ça, donc je vais faire ça, Sofiane est comme ça, je vais faire ça. Ouais. Toi, tu dois mettre en place une méthodologie, des exercices qui vont permettre de rejoindre tout le monde. Après, si moi je m'assois avec Nilton pendant 3 heures avec lui pour parler de vidéo, etc., je vais pas parler avec Nilton de la même manière que je vais parler avec Sofiane. Je comprends. Ça, c'est différent. Mais sur le terrain, pédagogiquement, ce qu'on met en place, ça doit rejoindre tous ces joueurs que tu as décrits, Nilton. Sinon, on fait des erreurs. Sinon, c'est pas bon. Donc, je suis 100% d'accord avec toi. Et la même chose quand tu fais un speech d'avant-match. Comment tu peux faire un speech qui va rejoindre tout le monde? Tu peux pas faire n'importe quoi. Ben pour Saphir, c'est facile. Tu dis 2, 3, voilà. Voilà. Là, lui est casé, il est motivé. Là, tu passes à d'autres choses. En parlant mental, ça c'est du mental, les gars. Ça c'est du mental. Exactement. Un vrai. C'est un vrai. Un vrai. Qui lui a quitté son académie très jeune pour aller dans les Europes italiennes. Donc c'est le Jonathan David Oh boy. du sud de la France. Ouais. Ouais, je préviens pour conclure, messieurs, je préviens tous les jeunes de l'académie, des U8, U10 jusqu'aux
aux plus vieux. Vous allez recevoir un livre qui s'appelle Flux de Csikszentmihalyi. C'est le nouveau club de lecture de Philippe Lafroy. Vous allez lire Csikszentmihalyi à gogo sur le flux, l'engagement. Donc, bonne chance. Bonne lecture tout le monde. Et peut-être la version documentaire et scénarisée de la Matrice, Blue Pill, Red Pill, comment s'appliquer au foot, le nouveau livre, la nouvelle vidéo de Philippe Lafroy. Bon, ça conclut pour ce soir. Merci tout le monde d'avoir écouté en direct. Merci pour ceux qui sont en podcast, qui sont peut-être confus par les références, qui sont plus visuels. Merci tout le monde qui supporte sur patreon.com, /Football Club, Twitter, Facebook, Football Club. Merci encore Philippe. C'est super gentil de ta part de prendre tout ce temps. Toujours un plaisir. Et puis, si vous reste une vingtaine de questions, c'est quand vous voulez. On fera un autre 90 minutes. On a fait un match en entier, avec une ou deux pauses d'hydration. Donc, on est dans les règles du jeu. C'est parfait. Donc, c'est parfait. Merci à l'Impact de organiser ça pour nous. Grand merci à Raphaël Larocci. Merci tout le monde. Puis, sur ce, on vous souhaite un bon déconfinement graduel, messieurs. Ciao. Tout à fait. Ciao, bonne soirée là. Bye. Ciao tout le monde.